Salut, je suis Greg du compte Instagram Nos Actions Leur Avenir. Bienvenue dans ce premier épisode de la saison 2 du podcast Au Coin du Feu. Alors, le principe est simple, un sujet, un invité, une cheminée. Et le sujet du jour, c'est les maisons autonomes. Et pour en parler, j'accueille avec plaisir Laurent du compte Instagram La Maison du Sorcier. Salut Laurent et bienvenue. Ouais, salut Greg, bienvenue aussi à ce podcast. Bon, je vais te laisser te présenter, qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais, ton âge, le code de PIN de ton téléphone portable, bien sûr. Bref, tout. Voilà, je te laisse te présenter. Ouais, alors moi c'est Laurent, donc je viens d'avoir 40 ans, je conduis des trains et je suis installé dans le Gard. Le projet de la maison du sorcier se fera dans le sud de l'Ardèche et mon code PIN c'est le 07 30. Il nous le donne en plus. Ouais, aucun problème. T'es pas prêt de tomber sur mon téléphone, donc ça va. Voilà. Du coup, comme je disais, on va parler donc autonome. Alors, on va essayer de discuter un peu de ça et de faire découvrir un peu ce petit monde. Comment tu décrirais, toi, la maison autonome pour quelqu'un qui sait pas ce que c'est? Alors bon, bien sûr, on entend un peu le nom bien sûr, ouais. Tout ça. Mais c'est quoi la différence avec une maison traditionnelle, voilà. Si tu pouvais nous expliquer simplement les choses, voilà. Ouais, bien sûr. Alors la différence entre une maison classique et une maison autonome, c'est qu'une maison classique, elle va être reliée notamment à l'électricité, à l'eau courante, des choses comme ça. Alors qu'une maison autonome, elle va avoir tendance à vouloir faire elle-même ces choses-là, donc produire sa propre électricité, récupérer l'eau de pluie pour l'épurer et ensuite la retraiter aussi. Il faut penser aussi à la gestion des déchets. Ce que tu veux dire, c'est qu'elle est déconnectée en fait des services publics. Voilà, elle est déconnectée des services publics. En fait, on prend la responsabilité soi-même de produire donc son énergie, son eau potable, etc. Voilà, donc la maison est donc autonome d'elle-même, en fait, ouais. Voilà, elle répond aux besoins en fait qu'on a au quotidien pour vivre quelque part. Aujourd'hui, notamment l'eau courante, l'électricité sont des points hyper importants de la vie quotidienne. Et donc voilà, la maison autonome, elle va s'occuper elle-même de faire ces choses-là. Ouais, d'accord, je comprends. Donc du coup, c'est ça en fait, c'est qu'elle est elle est autonome en fait, c'est le mot. Le terme anglais c'est off-grid, donc c'est hors réseau, donc c'est bien, c'est ça. Ouais, ok. Donc du coup, donc contrairement à une maison traditionnelle, c'est sûr que on est indépendant et on n'est pas obligé de payer en plus en même temps. D'un côté, c'est... Ouais, il y a des économies à faire. Alors, il y a des rentabilités qui sont à calculer sur du plus ou moins long terme. Des panneaux solaires, aujourd'hui, on sait que des panneaux solaires ont une durée de vie au-delà de 20 ans. Les batteries, ça dépend des types de batteries, mais tu as des batteries qui durent une dizaine d'années, puis d'autres qui sont quasiment immortelles. Donc, en fait, c'est des investissements qui sont faits au départ, de la construction ou de la réhabilitation d'une maison. On peut rendre une maison autonome, une maison qui a déjà du passif, on peut la rendre autonome. Donc une maison traditionnelle, on peut la rendre autonome. Tout à fait. On n'est pas obligé d'acheter une maison construire autonome. Neuf. Non. Après, le fait de penser l'autonomie dès la conception, ça va permettre des choses qui sont plus dures à mettre en place sur une maison qui a déjà été construite dans le passé. C'est évident, notamment les orientations, les masses thermiques, la géothermie, des choses comme ça. Je comprends. C'est un petit peu comme tout. C'est mieux quand on pense quelque chose avant. Ouais, anticiper, c'est pas mal. Comme le potager. Le potager, si tu le fais au nord, c'est sûr que ça va pas marcher. Et puis, même si tu le fais au nord, tu pourras pas le modifier, là. Il y a bien sûr. Puis il y a des temps pour planter des graines que si tu les plantes 6 mois après, ça va pas le faire. Voilà, donc c'est pour ça, il y a quand même un peu des petites règles. Il y a des clés, des éléments clés. Et d'ailleurs, quels sont les éléments clés qui permettent à une maison d'être autonome, surtout en énergie, en eau, en gestion des déchets aussi, parce que ça on t'en a pas parlé, mais c'est important. Donc voilà, quels sont les éléments clés?
Eh ben en fait, il faut réfléchir à ce dont on a besoin aujourd'hui. Voilà, une maison, tout le monde est d'accord pour avoir de l'eau potable chez lui. Hein. L'eau courante, c'est quelque chose qui est dans les normes aujourd'hui, hein, qui n'était pas forcément le cas il y a 50, 70 ans. Mais aujourd'hui, voilà, tout le monde a l'eau potable, l'eau courante. Et d'ailleurs, c'est un sujet d'actualité, hein, l'eau, hein, de plus en plus. Hein. Donc le stockage de l'eau. Ouais, complètement. Ouais. Ça fait partie de nos besoins. Clairement. L'autonomie électrique, voilà. Hein. Et puis on a notamment des réseaux qui sont plus ou moins vieillissants avec leur fragilité. Hein. Alors c'est un réseau qui est robuste, hein, d'accord, mais il y a quelques fragilités dont on peut se prémunir. Ouais. Et donc dans les éléments clés, je dirais donc moi le stockage de l'eau de pluie, hein, la récupération de l'eau de pluie. Hein, beaucoup le font pour le jardin, mais on peut aller un peu plus loin et récupérer ces eaux de pluie pour son usage au quotidien, hein, pour ne serait-ce que, alors beaucoup le font aussi pour la chasse d'eau par exemple, mais on peut le faire aussi pour la machine à laver. Je veux dire, laver notre linge, les lavandières, elles regardaient pas si l'eau était potable quand elles lavaient leur linge. L'eau claire suffit largement pour nettoyer son linge. Avec un préfiltrage, pour éliminer toutes les petites les sédiments, hein, tout ce qui est sédimentaire, etc. Après, même s'il y a 2-3 microbes, c'est pas grave. Dans le linge, c'est pas très grave. Dans les toilettes aussi, c'est pas grave. Ouais, non, clairement, ouais. Ça, c'est vraiment quelque chose de très occidental d'aller faire ses besoins dans de l'eau potable. Hein. Mais plus pour longtemps, mais je le fais encore. Oui. Bon, c'est du commun. Hein. C'est-à-dire que aujourd'hui, l'utilisation des toilettes sèches, c'est complètement anecdotique. Hein. Alors que pendant très longtemps, les gens allaient à l'étable derrière les vaches. Hein. Faut pas oublier que l'apparition des toilettes dans les maisons, c'est très très récent. J'ai connu, étant petit, en allant chez ma grand-mère, aller dans la petite cabane au fond du jardin. Ouais, clairement. Avec les mouches et le calendrier. Heureusement, maintenant on fait mieux, hein, quand même. Il y avait le calendrier Playboy, je me souviens. Donc. Pas mal. Mais aujourd'hui, avec les toilettes sèches, on sait gérer un peu mieux cette cabane au fond du jardin qui était plus ou moins qu'un trou. Oui, maintenant, avec l'utilisation des toilettes sèches, de la sciure, etc. D'accord. D'ailleurs, ça très bien, quoi. D'ailleurs, ça sera sûrement un podcast pour la saison 3. S'il y a une saison 3, ce sera un podcast les toilettes sèches. Parce que d'ici là, j'aurais adopté les toilettes. Ça, voilà. Donc du coup, donc là on a. Il y a ça, hein, l'eau. Hein, là, pour ce qui est de l'électricité, effectivement, on a plusieurs systèmes, hein, qui peuvent être, on va dire, pour le domicile individuel. Hein, on va pas avoir une mini centrale atomique chez soi. Hein. Par contre, on peut avoir du panneau solaire, on peut avoir de l'éolien, on peut avoir des choses comme ça. Il y a des gens qui ont notamment des fois des sources avec pas mal de débit qui peuvent mettre des petites génératrices avec de l'eau. Voilà. Donc en fait, selon son secteur, selon ses ressources, hein, plus ni moins, hein, qui sont propres au terrain, on peut installer différentes choses. Alors le plus commun, hein, c'est le panneau solaire. Hein. D'ailleurs, elle rentre de plus en plus dans les normes de construction de maisons individuelles. On est équipés, nous. Oui. J'ai suivi ton installation de panneaux solaires. Mais voilà, alors après le panneau solaire, il va alimenter en électricité. Il y a aussi les panneaux solaires dits thermiques, hein, pour l'eau chaude. Hein. Pour l'eau chaude, souvent on fait l'amalgame entre les deux, mais c'est deux choses différentes. Et donc ça permet d'avoir de l'eau chaude, c'est qui est. Donc il y en a un, c'est des panneaux avec donc du silicium qui permet de générer de l'électricité, et l'autre c'est des tubes. Alors il existe plusieurs modèles, hein, il y a plusieurs systèmes. Il y a le système juste la vitre qui va chauffer des tuyaux avec dedans un liquide genre caloriporteur. Voilà, genre une huile ou un comment on appelle ça, du des glycols. Glycols, merci. Donc voilà, et en fait c'est parce que ça ne gèle pas, en fait. Oui, ça gèle pas, c'est ça. C'est ça. C'est pas vraiment par rapport à la chaleur, hein. Non, parce que l'eau est un super conducteur de chaleur. Par contre, pour éviter que ça explose en hiver, c'est ça. Il y a ça, et puis il y a aussi certains, c'est des tubes en verre.
ou parce qu'ils font le même principe, hein, mais je trouve que ça m'a l'air d'être plus performant. Ça se fait de plus en plus aussi en autoconstruction. Hein. Il existe plein de stages possibles pour construire soi-même ses propres panneaux. Oui, j'ai vu. Pour le chauffage de l'eau. C'est un projet qui m'intéresse pas mal. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais envisager par la suite. Donc, c'est comme pour l'électricité. On profite de du soleil qui est tous les jours là, plus ou moins, mais qui donne de l'énergie gratuite pour le moment. On n'a pas réussi à mettre un compteur pour ça, donc autant en profiter, quoi. Il y a également les panneaux thermiques, de chaleur thermique, qui permettent de... Ah, pour un chauffage au sol, tu veux dire? Non, chauffage air. C'est-à-dire que c'est l'air, elle passe dans des... Alors, il y en a beaucoup qui les font en canettes de coca, voilà, avec des canettes en aluminium qui sont peintes en noir. Il y a derrière c'est le principe du mur trombe aussi. Oui, voilà. Il y en a qui mettent des ardoises. Enfin voilà. Le but, c'est de chauffer soit des canettes. Donc là, par exemple, les canettes sont chauffées par le soleil, voilà, à travers la vitre, vu qu'elles sont noires, elles captent énormément la chaleur, et l'air à l'intérieur est chauffé, donc il circule dans les canettes, et arrivé en haut, il ressort donc par un petit trou qui rentre dans la maison, et voilà. Et ça, c'est ce que je suis en train de construire, donc on va construire un, donc voilà. Ah, j'ai hâte de voir ça. Ouais, donc ce sera plus pour l'hiver prochain, mais c'est en cours de fabrication. Donc c'est super intéressant, hein, c'est cool à faire ça. Donc voilà, ça et ça ressemble beaucoup à un panneau solaire une fois que c'est monté. Ouais, installé, donc, c'est pas très épais. D'ailleurs, il y a maintenant, ça s'achète tout fait, hein, bien sûr. On peut avec dedans, il y a des petits capteurs thermiques, un petit ventilo qui permet de pousser l'air, enfin qui capte l'air. Ouais, maintenant. Et on atteint ça peut monter à des 45-50 degrés. Hein, et même en hiver, ça chauffe pas mal. Hein. Ah le soleil donne, en hiver aussi. Hein, ça c'est quelque chose qu'on pense pas forcément, parce qu'on se dit dans les régions froides, en fait le soleil dès qu'il apparaît, il fournit de l'énergie. Hein, ça c'est ça. Il frappe la terre tous les jours avec un surplus d'énergie, donc il y a aucun problème pour même les régions froides de faire de l'eau chaude thermique. Alors peut-être un peu moins en hiver, on est d'accord, hein, mais au moins de l'électricité, c'est peut-être même effectivement comme tu dis du chauffage pour même dans des régions plus fraîches, quoi. Ouais. Du coup, moi ça va, je suis plutôt dans le sud, donc on a plutôt tendance à vouloir se prémunir de la chaleur. De la chaleur, bien sûr. D'ailleurs, d'autres méthodes aussi pour chauffer et refroidir une maison. Ouais, le puits canadien. Ouais, voilà. Le canadien, ça fonctionne. D'ailleurs, j'ai eu puits provençal aussi, hein. J'ai eu récemment là un autre compte Instagram qui m'avait fait une vidéo justement parce que ça m'intéressait drôlement, et elle avait mis un petit temps quand même à faire la vidéo, et elle a fait la vidéo, je l'avais partagée en story, je sais pas si tu l'as vu. Ouais, je suis ton compte assez régulièrement. Et donc voilà. Mais moi aussi je suis le tien, donc parce que t'as pas mal de choses intéressantes. Mais on en reparlera de ton compte tout à l'heure. Ça c'est voilà. Donc si tu veux, le puits canadien, le principe est quand même super simple. Hein, c'est de profiter de la chaleur du sol. Hein. Alors on peut appeler ça aussi de la géothermie en passif. Hein. Il y a plein de termes qui existent, hein, pour définir tout ça. L'idée c'est en gros de faire circuler de l'air dans des tuyaux à une certaine profondeur pour récupérer en fait la chaleur qui est mise par le sol. Hein. Ni plus ni moins, là on est en hiver, quand il gèle dehors, on se rend bien compte que c'est les premiers centimètres de terre qui sont gelés, et puis dès qu'on commence à creuser, la terre n'est plus gelée, et plus on descend, en fait, plus on va se rapprocher en gros schématiquement du centre de la Terre, plus il va faire chaud, quoi. Oui, donc à 2-3 mètres de profondeur, on a une température qui est relativement stable sur l'ensemble de la planète. Hein. Donc on est en hiver, ça descend un petit peu, mais entre 10 et 12 degrés, et en été, entre 14-15, quoi. Donc en fait, cette température-là, c'est idéal dans les deux cas. C'est-à-dire qu'en hiver, on va faire rentrer de l'air qui a été préchauffé, entre guillemets, par rapport à l'air extérieur. Hein. Il peut faire 0 dehors, et puis s'il fait 12 ou 13 degrés en sous-sol, on fait rentrer de l'air beaucoup moins froide, et donc le delta de chauffage à fournir est beaucoup moins élevé, hein, sachant que c'est les premiers degrés au-dessus de zéro qui sont les plus durs à chauffer. Hein. C'est pas
voilà, entre 19 et 25, c'est moins dur à chauffer que entre 0 et 6, tu vois, le même delta de température. Donc en fait, on fait rentrer de l'air qui est déjà chaud, entre guillemets, qui est préchauffé par le sol. Et en été, à l'inverse, quand il fait très chaud et qu'on veut pas faire rentrer l'air qui est des fois à 35 degrés dehors, 40, on atteint des 40. Ouais, carrément. Donc on fait de l'air qui est 13-14 degrés à l'intérieur. Ce qui est agréable. C'est ultra confort. C'est de la clim gratos, quoi. Voilà, c'est une clim moins que la climatisation. Ouais, en plus elle est passive, c'est ça, il n'y a pas besoin d'énergie. Ouais. Alors on peut forcer avec un petit ventilateur qui peut être alimenté, un petit ventilateur qui est alimenté avec un petit panneau solaire, c'est rien du tout, hein, c'est vraiment. Par contre, faut de la place, quoi, faut du terrain, parce qu'il faut quand même 40 mètres en moyenne pour. Ouais, c'est entre 30 et 40 mètres de longueur. Là, il faut les trancher. Hein. Ou alors, il faut faire serpenter ça, et c'est là que justement le petit ventilateur va aider, hein, puisque plus il y a de coudes, moins la circulation se fait naturellement. C'est ça. Donc on perd de la force avec les coudes. Donc si on fait serpenter même sur une petite distance, on peut faire ces 30 mètres là. Par contre, il faudra pousser l'air dedans pour augmenter ce débit, quoi. C'est ça. Mais c'est faisable. Bon, après, on a bien sûr en autonomie, entre guillemets, on peut avoir la cheminée. Ouais, le poêle à bois, la cheminée. De toute façon, c'est ce qu'il y a de plus durable. Hein. Alors, j'évite de parler, moi, je suis pas un fan des poêles à granulés. Ouais. En fait, c'est branché. Le problème, c'est que ça a besoin d'électricité. Voilà. C'est pas autonome lui-même, quoi. C'est-à-dire. Et puis les granulés, c'est un peu compliqué. On les fabrique pas bien, quoi. On les fabrique pas bien tout seul. Alors que une bonne vieille bûche, voilà. Ouais, il te faut un petit bois. Bon, si t'as un petit peu, 5 hectares dans le coin avec des forêts, tu peux t'amuser un peu déjà. Ouais, clairement. Et puis, j'irai pas jusqu'à aller ramasser du bois mort en forêt parce que je crois qu'on n'a pas le droit. Mais en tout cas, forêt, tu as le droit. Mais par contre, si c'est ta propre forêt, t'as le droit. Après, tu peux aussi sur un terrain avoir, des arbres qui poussent relativement bien, que tu te réserves pour faire du petit bois pour alimenter ton poêle toute l'année. Exactement, ouais. Bon, après, une maison normalement autonome, bien pensée. Tu l'as, la forêt. T'as peu de dépenses. Ouais, et puis t'as peu de dépenses en bois. Hein. Là, je vois sur les Earthships, normalement, t'as une maison qui est stable en température toute l'année. Donc, c'est des maisons où il n'y a pas besoin de système de chauffage. C'est un peu plus loin dans la réflexion. D'ailleurs, tu entames le sujet. Donc, le Earthship, t'as sorti un mot un peu extraterrestre, là. Earthship, un vaisseau de la Terre, voilà. Ouais, ou géonef aussi, la traduction entre guillemets officielle, c'est géonef. Bon, après, ou vaisseau terrestre, c'est pas mal, Voilà, donc qu'est-ce que c'est? Alors, tu peux m'expliquer ce que c'est? Moi, je sais, mais c'est pour les. Ouais, bien sûr. C'est un type de maison autonome, sauf que là, on va dire qu'effectivement, la réflexion a été faite en amont, hein, tout simplement. Hein. Donc, pour la petite histoire, c'est un architecte américain qui s'appelle Michael Reynolds, qui était dans les années 60. Il s'est dit, pourquoi pas utiliser tout ce qu'on considère nous comme des déchets pour construire des maisons. Alors c'est quelqu'un qui vient des années 60, donc il y a toute cette apparition de la conscience écologique, hippie, tout ça, qui ont influencé son travail. Les premiers Earthships, j'avoue, si tu vas regarder des photos des premières constructions, j'ai vu, ouais. Il y a il y a de la pyramide, il y a des trucs un peu. On sent l'influence des 60s, quoi. Ça c'est clairement ça. Et puis en fait, si on compte les années 60, donc c'était il y a 70 ans. Enfin 60 ans, on va dire. Il y a 60 ans, donc il a eu du recul, ce monsieur-là, pour avancer dans sa réflexion. Et voilà, aujourd'hui, on est sur quelque chose de plus géométrique, moins farfelu, clairement. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, simplement avec l'expérience, il s'est rendu compte que tel système fonctionnait pas, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a quelque chose qui a un rendu beaucoup plus, acceptable, on va dire, pour tout le monde, quelque chose de beaucoup plus cubique, que
qu'une pyramide, je reviens là-dessus, mais c'est vrai que ce modèle-là m'avait un peu fait halluciner. Et donc, qu'est-ce qu'il a testé? En fait, c'est les débuts du bioclimatisme. Voilà. Donc, le bioclimatisme, c'est utiliser, les énergies de la Terre. Je parle pas de quelque chose de hippie. Je parle effectivement du soleil, de la géothermie, des choses scientifiques. Du coup, en fait, il a créé le Earthship, c'est un style de maison. Voilà. Qui est plus, qui est optimisé au maximum. C'est ça, voilà. Pour l'autonomie. En fait. Ouais, voilà, en gros, c'est pas une maison style classique, avec le petit pignon, le petit toit, le machin, en fait, on s'en rapproche de plus en plus maintenant parce que tu sais, je vois de plus en plus de maisons, entre guillemets, BBC, donc bioclimatiques, qui sont construites. Ou alors, on voit aussi beaucoup de maisons cubiques, les fameuses maisons containers, etc. En fait, on se rapproche beaucoup du design des Earthship modernes. Ouais, ça commence à revenir. Ont une grande baie vitrée au sud. Voilà. Donc en fait, peut-être que c'était vraiment un précurseur même sur le design, ce monsieur. En tout cas, lui au départ, il s'était dit, il y a plein de déchets. L'humain produit des déchets. Est-ce qu'on n'en ferait pas quelque chose de mieux que les laisser traîner partout? Et donc en fait, c'est pour ça qu'il y a énormément de matériaux recyclés qui sont utilisés pour la construction des Earthship, et puis des matériaux naturels aussi. Comme par exemple aussi, des exemples. Ouais, les pneumatiques qui sont utilisés. Alors étonnamment, on pourrait se dire que les pneus c'est dégueulasse entre guillemets, mais en fait, les pneus, les études ont été faites. Ça se dégrade à cause des UV. Le soleil qui tape dessus, l'eau qui ruisselle dessus. S'il y a de l'eau qui ruisselle dessus, forcément ça va lécher le pneu et enlever des particules et du coup aller polluer. Alors que si on enterre un pneu complètement, qu'on le prive du coup des UV, de l'humidité, etc. Il se dégrade plus en fait. C'est quelque chose qui reste stable dans le temps et très 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 longtemps. Et puis un pneu c'est hyper solide. Faut pas oublier qu'on fait quand même on fait des pneumatiques, pour des camions, des voitures à 130. Je veux dire, faut que ça tienne quand même. On se rend pas compte des efforts qui sont en jeu sur des pneumatiques quand on roule avec notre voiture tous les jours. Mais le freinage, les virages, tout ça, faut faire quelque chose de solide quoi. Donc c'est pour ça que dedans il y a des armatures métalliques, etc. Du coup, tes pneus, c'est pour faire les murs, Voilà, c'est ça. Ouais, c'est la structure qui est montée en fait. Pour que les gens se rendent compte, vous prenez un pneu, vous le mettez à plat, vous enlevez le flanc du dessus, et comme ça, vous avez une sorte de U. Voilà, vous le remplissez de terre et vous le damez très très fort avec des outils. Alors soit à la masse pour les gens qui aiment bien taper de la masse toute la journée. Et puis sinon, quand on utilise cette technique là d'enlever une partie du pneu, on peut utiliser une dameuse thermique qui est quand même qui facilite un peu le travail. Au point que un pneu rempli de terre, un pneu de voiture classique, quand on le remplit bien correctement, ça pèse plus de 100 kilos, ça fait 130 kilos. Et donc du coup, ça construit une brique en fait, c'est un parpaing. Voilà, c'est ça. Mais c'est ni plus ni moins que de la technique de monter des murs en terre crue, comme des briques de terre crue, sauf que là, elles sont, si tu veux, enfermées dans des pneus, quoi. Dans des pneus, Voilà. Donc ça permet de recycler ces pneus-là. Pour une construction de maison, on parle de 800 à 1300 pneus. Ça dépend de la taille de la maison. Donc imagine. Quand même. Imagine le nombre de pneus qu'on élimine de la nature parce que on sait les recycler aujourd'hui, mais ils ne sont pas comme des fois on voit. Il y a des fois, mais il suffit de regarder des fois. Il y a eu des feux importants en Espagne, au Koweït, etc. de champs, de pneus qui sont absolument infâmes. Alors on parle de pollution, mais alors là si on fout le feu à des pneus, tout le monde a déjà vu un pneu brûler, ce que ça fait. Donc imaginez ça sur des millions de pneus et on se rend compte que là, c'est quand même vachement mieux de les utiliser pour faire de l'habitation, quoi. Mais le BTP s'en sert, on se rend pas compte, mais il y a énormément de soubassements routiers qui sont faits avec cette technique-là. Oui. Et ça, personne ne le sait, quoi. Personne ne le voit parce que c'est enterré. Donc on se dit pas qu'on utilise déjà des pneus pour faire ça depuis longtemps. Mais c'est reconnu par le BTP, par les instances de l'État, etc. Comme un soubassement tout à fait aux normes, quoi. Donc voilà, on construit la maison comme ça, avec des pneus. On peut utiliser des matériaux. Qu'est-ce qu'il y a alors il y en a qui utilisent des canettes de soda vides. On allume là les petites canettes en fer blanc là, qui sont pareilles recyclées de cette manière-là. Notamment, justement sur ces murs de pneus là, si on imagine des cercles, entre deux cercles, il y a une partie un peu creuse.
Voilà, donc on peut remplir ces espaces-là justement avec des canettes de soda, des choses comme ça. Il y a beaucoup de murs avec des briques de verre. Donc en fait, on prend une bouteille en verre, on la coupe, voilà, pour récupérer le bas de la bouteille. On fait ça avec 2 bouteilles, on les raccorde avec un morceau de scotch tous les deux, et ça nous fait des belles briques de verre où la lumière passe à travers, qui peuvent être très jolies. Ah oui, il y en a qui récupèrent spécialement justement certaines couleurs de bouteilles, etc., pour faire des motifs. C'est très joli, voilà, avec la lumière qui passe à travers, ça fait une sorte de mosaïque, mais en recyclant une fois de plus un matériau. D'accord. Voilà, mais là, quand tu, alors, c'est vrai que c'est une personne qui voit pas ce que ça. Alors moi, je sais très bien. Ouais, c'est pas évident. Hein. Là, on a l'impression que la maison, elle est en pneus. On voit des pneus. Ouais, alors ils sont complètement couverts après. Hein. Ouais, non. En fait, on utilise ensuite des enduits à la terre, des enduits terre-paille, des choses comme ça, donc qui vont complètement masquer. Voilà, on voit plus du tout. La maison est semi-enterrée, donc la partie extérieure, en fait, il y a qu'une grande baie vitrée au sud qui est ouverte. Hein, donc les pièces, si tu veux, sont les unes à côté des autres, orientées sud, pour profiter au maximum de la luminosité, du soleil, de la chaleur aussi, du soleil. Et du coup, tu as une petite porte ronde et tu as un petit hobbit à l'intérieur, non? C'est ça, j'ai des poils sur les pieds. Donc, c'est un peu l'idée. Ouais, clairement. Ouais. Là, en fait, c'est ni plus ni moins que d'utiliser cette géothermie, donc cette chaleur du sol, et s'isoler finalement du vent, du gel à l'extérieur, etc. C'est vrai, d'être sous terre des fois, ouais. Alors du coup, elle est totalement sous terre, hein, mais il y a toute la façade sud qui elle est vitrée. Voilà. Ouais, donc, en fait, c'est en 2 parties même. Hein. Ouais. C'est 2 baies vitrées l'une devant l'autre. Ouais. Et donc du coup, donc t'as donc beaucoup de matériaux recyclés. Voilà, puis des matériaux naturels, notamment, je te dis, les enduits terre-paille, ce qui permet aussi de régler les problèmes d'hygrométrie. Hein. Voilà, une maison souvent. Il y a des maisons qui ont des problèmes d'humidité, d'autres pas du tout, hein, mais en tout cas, voilà, les murs en terre avec les enduits en terre-paille, on sait que naturellement, ça va réguler l'hydrométrie de la maison, parce que la paille va aspirer une partie de l'humidité puis la relâcher quand l'air est plus sec. Donc on a une maison qui respire, on a une maison qui est beaucoup plus saine aussi, hein, pour ses habitants. Une fois de plus, hein, comme je disais, les pneus, une fois enterrés et complètement masqués, il n'y a plus d'émanation, il n'y a plus du tout d'émanation, donc ça pose pas de problème. Les bouteilles en verre, les canettes de soda, tout ça, ça ne fait pas d'émanation, donc il n'y a pas de pollution. C'est aussi un intérieur sain pour ses habitants. Hein, c'est pas, voilà, on vit pas dans une décharge. Hein, il n'y a pas de. Ouais. Mais du coup, c'est ça n'a rien à voir. Vu que c'est sous terre entre guillemets, il y a quand même. Peut-être au niveau de la circulation d'air et tout ça, il doit y avoir. Le puits canadien. Voilà. Le puits canadien est là pour ça. C'est pour ça, comme je te disais, voilà, que c'est bien c'est des maisons qui sont pensées, voilà, la construction a anticipé, hein, voilà. Donc c'est optimisé vraiment au maximum, quoi. Pour moi, en fait, le Earthship, hein, c'est vraiment c'est penser la maison bioclimatique de manière le plus passive possible. Hein, donc la géothermie, le solaire, tout ça en passif. Mais en pensant aussi, en utilisant des matériaux, comme je te disais, recyclés, ou ce qu'on utilise comme c'est plus une maison pensée scientifiquement pour moi que esthétiquement. Alors après, une décoration intérieure, on fait ce qu'on veut, il n'y a aucun problème. C'est pas très moche en fait. Hein. Moi, quand j'en ai pour les grandes baies vitrées, c'est assez joli, je trouve. Ça met pas mal de lumière. Il y a les à moitié rondes, puis il y a celles qui sont vraiment très carrées, enfin très rectangulaires, qui sont un peu moins jolies, je trouve. Le côté arrondi, je trouve que c'est beaucoup plus sympa. C'est plus compliqué techniquement à faire aussi. Et aussi, parce que souvent c'est de l'autoconstruction, les Earthship. Donc c'est les gens qui construisent eux-mêmes leur maison. Et voilà, faire des arrondis, c'est quand même plus compliqué techniquement que de faire des lignes droites, quoi. Ouais, du coup tu dis compliqué. Alors du coup, c'est quoi les défis pour construire une habitation comme ça, un Earthship? C'est quoi qu'est-ce qu'il faut penser, avant, comment s'organise pour faire tout ça? C'est quoi les plus grands défis à relever? Comme c'est de l'autoconstruction la plupart du temps, hein, alors il est possible de faire appel justement à des entreprises qui vont construire ça. Il y en a très très peu. Hein. Il y a notamment justement l'entreprise de
Michael Reynolds, hein, le gars qui a inventé ce principe-là. Sinon, donc du coup, c'est souvent de l'autoconstruction. Alors, le défi, c'est d'avoir du temps pour autoconstruire, hein, parce que on peut pas. Enfin, c'est difficile de cumuler un job et une construction de maison, parce que ça demande des efforts physiques. Et puis énormément de temps. Hein. Une maison, ça se construit pas en une semaine. Du coup, faut déjà un bon terrain. Enfin, faut trouver un bon terrain, bien sûr, avec un peu de bonne orientation. Bonne orientation, ouais. Faut creuser, parce que tu disais les sous-terres, mais faut décaisser un peu. Ouais, alors la technique du pneu sol, donc ça s'appelle comme ça, hein, c'est-à-dire monter les murs en pneus, fait qu'il n'y a pas besoin de fondation forcément pour ces maisons-là, parce que comme je te le disais, donc des pneus remplis de terre, ça pèse très très lourd. Donc si tu veux, en fait, la maison se soutient d'elle-même avec son poids, hein, elle ne bougera pas. Donc en fait, il faut décaisser pour enlever toute la terre végétale, etc. Il y a ensuite une isolation du sol qui peut être fait notamment avec du verre cellulosique, je ne sais plus le nom exactement. En gros, c'est un recyclage de verre, encore une fois, hein, on utilise donc un matériau recyclé. Si tu veux, c'est du verre qui est chauffé à très haute température, ce qui fait qu'à un moment il y a de l'air qui s'enferme dedans, comme quand ton eau bout, si tu veux, imagine ton eau bout, puis tu fais figer ton eau, il y a plein d'air dedans, on sait que l'air est un isolant. Donc en fait, c'est gravats de verre cellulosique, je crois que c'est le nom. Donc voilà, et c'est comme un peu de la pierre ponce. Je sais pas si tu vois la pierre ponce. Et donc c'est plein d'air dedans, et en fait, comme l'air est un isolant, donc on étale ça au sol, ce qui va permettre d'isoler, si tu veux, ta dalle du sous-sol, pour éviter de perdre trop de chaleur à ce niveau-là. Et puis ensuite écouler une dalle, monter les murs autour. Et si tu veux, toute la terre que tu as enlevée pour faire ça, c'est cette terre-là qui va ensuite être mise tout le tour de la maison pour enterrer, entre guillemets, virtuellement la maison. En fait, c'est pas vraiment comme si la maison était sous-sol. C'est une butte qui est par-dessus la maison. Voilà, c'est ça, c'est une butte qui entoure la maison. Ouais. Alors pas sur le toit, il n'y a pas de toit végétalisé sur les Earthships, parce que ça fait perdre en récupération d'eau de pluie. D'eau de pluie, il faut garder un peu pour récupérer de l'eau de pluie. Ouais, on sait, les toitures végétalisées, il y a très peu de récupération de pluie. Hein. C'est que 30% à peu près de l'eau qui tombe qui va être récupérée, hein, à cause de l'évaporation des plantes, puis mécaniquement de ce qu'elles vont récupérer pour se nourrir. Donc comme là on veut récupérer l'eau de pluie justement pour s'en servir, on va s'en servir plusieurs fois, hein, d'ailleurs, de l'eau de pluie. On va s'en servir, donc comme je disais tout à l'heure, là, pour la douche, pour laver son linge, etc. Mais ensuite, cette eau-là, elle est envoyée dans la serre qui est au sud, là, donc cette grande baie vitrée là au sud. Et donc là, elle va être filtrée dans des bacs de plantes. Donc il y a des cellules botaniques là. Donc cette eau-là est envoyée à cet endroit-là. Ouais, dans la maison. Ouais. En gros, un petit potager dans la maison en fait. Ouais, c'est ça qui est pas mal. Et comme justement ce petit potager là, il va être hors gel et tout ça, tu peux avoir des plantes. Tu peux avoir des plantes qui deviennent vivaces, hein, notamment. Tu peux avoir des plantes de tomates qui ne meurent pas. Hein. Ah oui, tu peux avoir toute l'année en fait. Ah ouais, c'est ça. Tu peux avoir des poivrons toute l'année. D'accord. Ouais, voilà. Et puis, comme il fait chaud et humide, tu peux avoir de la plante tropicale aussi. Ouais, donc il y a clairement des bananiers. Provence, tout ça, tout est là, quoi. Toutes les herbes de Provence, tout ça, t'as tout à disposition. Ah ouais, clairement, ouais. Ah bah tu ouvres la porte de ta cuisine et devant toi, tu peux récolter tes poivrons, ton basilic, etc. pour cuisiner. Il fait chaud dans la maison. Voilà, on est en température. T'as quelle température en moyenne dans une maison comme ça? 20 degrés, 25 degrés? Ouais, pas 25. Voilà. Je parle en hiver. En hiver, en fait, la température peut baisser un peu parce que forcément il fait froid dehors. Donc si t'as pas de chauffage d'appoint, parce qu'il y en a qui selon les régions utilisent un chauffage d'appoint, mais normalement, en fait, avec la masse thermique, hein, l'idée c'est que justement, comme cette maison est très très lourde avec des murs très épais, etc. Et en fait, ça fait le même système que ta bouillotte, c'est-à-dire que ta bouillotte, elle va rester chaude très longtemps. Donc en fait, tout l'été et l'automne, ta masse thermique va se charger, entre guillemets, quoi, comme avec la chaleur qui fait à l'intérieur.
l'intérieur, hein, ni plus ni moins. Hein, quand tu ouvres tes vitres, enfin tes fenêtres, et que tu fais rentrer de l'air chaud chez toi, et ben le froid attire le chaud, donc le froid va pomper cette chaleur-là, toujours. Hein, c'est ça, physique, hein, c'est toujours vers le froid que ça va. Et donc la masse thermique va pomper cette chaleur-là, donc ce qui va permettre aussi de faire virtuellement baisser ta température à l'intérieur de tes pièces pendant la saison chaude, puisqu'elle va pomper de la chaleur. Et puis, quand il fait plus froid à l'intérieur et que cette masse thermique-là est chaude, le chemin inverse se fait, puisque le froid attire le chaud, donc l'air ambiant plus frais va pomper la chaleur de ces murs-là. Et comme la masse thermique est très très importante, ça met beaucoup de temps, si tu veux, à se charger, à se décharger. Donc c'est pour ça qu'on a quelque chose qui est stable toute l'année, puisque en été et début de l'automne, ça va se charger, et l'hiver, début du printemps, ça va se décharger. Ouais, donc puis tous tes pneus qui sont pleins de terre, tout ça, enfin, c'est tellement condensé que la terre, enfin avec le soleil, tout ça, toute cette masse de terre, elle va se réchauffer, on va dire, avec c'est ça. Ouais. Et du coup, c'est ça que c'est ta batterie, c'est ta batterie thermique, quoi. Thermique, voilà. Ouais. Et du coup, après, donc comme c'est une réserve de chaleur. Alors le dessus, bien sûr, va geler un peu le dessus de la butte, on va dire. Mais on peut mettre un isolant aussi là aussi. Ah oui, en plus, donc. Ouais. Et puis généralement l'isolation de toiture est comme pour toutes les maisons, hein, c'est par le toit que la chaleur s'en va le plus facilement, hein, parce que la chaleur monte. Donc on blinde si tu veux à cet endroit-là pour essayer de garder au maximum la chaleur en intérieur, quoi. Et puis éviter aussi l'été trop de chaleur qui rentre. Mais du coup donc là c'est cool, ça te fait avec la baie vitrée, la chaleur, donc t'as la lumière, la chaleur, tout ça, donc tu te fais un petit potager. On est intérieur, ouais, bien sûr. Et puis t'épures ton eau, surtout aussi. Tu nettoies ton eau. L'eau va passer à travers tout ça et va être filtrée par les plantes. Les plantes vont récupérer tout. C'est un filtre horizontal, entre guillemets. Tu récupères de l'eau filtrée. Alors, il y a un dernier petit filtre à ces cellules botaniques là une fois de plus pour la rendre claire. Et là, celle-là, elle va aux toilettes. Voilà, elle peut aller dans les toilettes pour ceux qui veulent utiliser les toilettes avec une chasse d'eau. Hein. Ouais. En tout cas, cette eau-là peut être amenée aux toilettes. Et donc là, quand vous tirez la chasse d'eau à l'extérieur, on mettra une phytoépuration ou d'autres systèmes d'épuration de l'eau autonomes, hein, donc individuels. Mais en tout cas, avec une phytoépuration, on peut aller traiter ce qu'on appelle ces eaux noires, hein, donc les eaux des toilettes, et redonner ensuite à la nature une eau qui est propre, quoi. Donc en fait, le cycle de l'eau dans les earthchips, c'est quelque chose qui fait partie des principes des earthchips. C'est-à-dire d'utiliser plusieurs fois l'eau de pluie et surtout la rendre à la nature comme tu l'as reçue, quoi. Ouais, voilà. Ouais, parce que quand elle tombe sur ton toit et que tu la récupères, il faut au lieu de la renvoyer dans un circuit de tout à l'égout, choses comme ça. Hein. Et tout ça, là en fait c'est comme si elle était retombée directement du ciel. Voilà. Au sol. Voilà, elle retourne dans ton terrain en étant propre. C'est une fois de plus une question pour moi, hein, c'est mon avis perso, mais c'est une question de responsabilité. C'est-à-dire que plutôt que de déléguer la responsabilité de nettoyer mes déchets à la communauté, je le fais moi-même sur mon habitat, quoi. Je comprends. Donc après c'est vrai que dans ton principe, le mieux c'est quand même d'être en toilette sèche. Et d'avoir des eaux grises et pas des eaux noires, quoi. Voilà. Ouais, là du coup les eaux grises, ça t'évite la phytoépuration. Ouais, là c'est hyper facile on a l'impression que c'est compliqué, mais en vrai c'est très simple, hein, de filtrer les eaux grises. Alors bien sûr, bien avant. On n'utilise pas n'importe quoi. Voilà, on va pas se prendre sa douche avec du Head & Shoulders. On fait pas sa vidange, puis on fait pas sa vidange dans l'évier de la cuisine, quoi. On évite tout ça, bien sûr. Clairement. En général, c'est une fois de plus une question de responsabilité, c'est-à-dire comment on veut vivre soi pour soi et par rapport à la communauté. Qu'est-ce qu'on veut. C'est sûr, tu te construis pas une maison comme ça si t'es un gros pollueur, quoi. Je pense qu'il y a une réflexion déjà avant. Oui. Ça va pas du tout ensemble. C'est pas que pour faire des économies sur le compteur électrique. On est d'accord. Non, on est d'accord. Donc c'est les eaux grises, tout ça, c'est assez simple si on c'est bien, c'est facile. Donc le mieux c'est quand même d'être en toilette sèche. Toilette sèche, oui. Alors après, effectivement, il y a plein de gens qui
peut-être ne veulent pas en plus après s'embêter à utiliser des toilettes sèches, parce qu'il y a quand même plus de contraintes qu'avec une toilette une toilette avec des chasses d'eau, avec une chasse d'eau. Mais dans le pire des cas, moi, dans l'idée que je me faisais, c'était d'installer des toilettes classiques avec une chasse d'eau. Voilà. Une phytoépuration, puisque dans tous les cas, ça peut de toute manière servir. Et puis, si l'installation elle est là, rien n'empêche si à un moment je veux passer sur des toilettes sèches, de boucher le trou, de passer sur des toilettes sèches. Et si un jour, avec mes vieux jours, j'ai plus la force de sortir le seau tous les 2-3 jours quand il fait froid dehors, et ben le trou est toujours là. Il suffit de réinstaller des toilettes avec une chasse d'eau et puis c'est réglé, quoi. Après, c'est vrai qu'aussi quand t'as des invités qui sont pas habitués aux toilettes sèches, c'est pas évident. Nous, on a été faire peut-être les deux alors. Ouais, pourquoi pas. Avec un système, Mais c'est vrai qu'on a été, on a fait un petit tour chez je vois. Style de vie éthique, et du coup, on a découvert les toilettes sèches. Alors, on connaissait bien sûr le principe. Moi, je connaissais étant petit chez mamie. Bon, là, on est passé sur du toilette sèche de luxe. Tu vois, c'est eux qui l'ont fabriqué. Oui, on sait faire maintenant. On sait raisonner, quoi. Rien à voir. Ça n'a plus rien à voir. Il n'y a pas d'odeur. Il n'y a pas d'odeur. Non, c'est impressionnant. Alors, ça, c'est le grand mythe. Les gens se disent, attends, tu fais dans un seau, ça doit sentir dans toute la baraque, mais c'est en fait, pas du tout. J'ai eu quand même cette petite appréhension quand même de faire. Tu vois, j'ai quand même mis une journée avant d'y aller. En fait, pour moi, c'est psychologique. C'est eux qui vont, je vais le dire vulgairement, mais c'est eux qui vont aller jeter. Allez, vas-y. Allez. C'est ça. C'est aussi, tu vois, on en revient à cette question de responsabilité. Les gens, ça les dérange pas de tirer la chasse d'eau et que ce soit la communauté. Tu vois, on évacue très très loin nos déchets. Et donc, on se dit, hop, j'ai fait ma part, je paye à la communauté, donc j'ai pas besoin de gérer ça. Et puis, quand on doit le faire soi-même, c'est pas pareil. Je veux dire, je te dis, comme je te disais, ça renvoie un peu à cette notion de responsabilité. Donc, qu'est-ce qu'on fait de nos déchets ? En les compostant, ça fonctionne très très bien. Et en plus, tu vas améliorer ton potager, quoi. Donc, et on s'aperçoit vraiment quand tu fais les choses toi-même. Enfin, quand tu gères tes propres déchets, tu t'aperçois en fait que tu pollues en vrai. Enfin, entre guillemets, que nous on a commencé il y a 4-5 ans où on a commencé à bien gérer ces déchets, c'est-à-dire à les réduire, à faire en sorte donc on évite c'est du boulot, c'est les plastiques, les trucs, tout ça c'est extrêmement c'est fou. Il y en a partout, on est envahi. C'est fou, hein. Mais parce que on veut de l'emballer, on veut de l'individuel, on veut du il y avait des questions d'hygiène aussi, d'emballer des choses pour éviter qu'elles soient touchées un peu par tout le monde, etc. Mais et puis surtout dernièrement avec les problèmes qu'on a pu rencontrer sur l'hygiène, etc., les transmissions de maladies, tout ça. Donc vraiment, il y a après c'est récent, finalement. Le plastique, c'est pas si vieux que ça. Mais aujourd'hui, on arrive quand même à emballer des fourchettes en plastique dans des sachets en plastique dans une boîte pour manger une salade sur le pouce. Qui est déjà dans un sac plastique aussi, la salade. Ouais, ça devient infernal. Le plastique, c'est génial. Je vais pas me faire des copains. Le plastique, c'est vraiment bien. Voilà, le plastique, c'est génial. Mais par contre, c'est l'usage unique qui est nul. Voilà. Le plastique à long terme, pas de problème. Ça coûte pas cher, ça se tient dans le temps, et, ça se lave bien, enfin tout ce que tu veux. Par contre, moi je mène une guerre contre l'usage unique. L'usage unique, ça c'est complètement ridicule. C'est clair, je suis d'accord avec toi. C'est impensable ça. Mais oui, c'est comme tu dis le plastique à long terme. Maintenant il y a de plus en plus de sociétés qui font du recyclage. Les bons vieux tupperware de mamie, ça va. C'est vrai. Ils les font en verre aussi, c'est pas mal en verre. C'est mieux, c'est mieux. C'est déjà mieux, Bon, t'as toujours le couvercle en plastique, mais ouais. Après, pareil, t'as tes sacs congélation, des sacs, des trucs comme ça. Plein. Alors certains diront oui, mais il existe aussi les barquettes en aluminium. Enfin.
aussi. Ouais. Bon, l'aluminium, ça aussi, voilà. On peut en parler aussi de l'aluminium dans ce cas. Voilà, je suis pas sûr qu'on va se faire des copains non plus, mais. Non, mais voilà, il n'y a pas de vraie solution, on est d'accord. Non, c'est compliqué, c'est très compliqué. Voilà, ça prend. Il y a des gens qui ont, voilà, il y a des gens très connus qui font du zéro déchet complètement, qui vont uniquement chercher en vrac, qui font. Alors, moi, je pars du principe que le déchet le moins polluant, c'est celui qui est pas produit du tout. C'est-à-dire que, comme toi tu fais, c'est-à-dire quand tu fais ton jardin, tu vas ni avec ta voiture qui pollue des pneus, de l'huile, etc., jusqu'au magasin qui a été construit avec tel ou tel matériau. Voilà, là, tu l'as en direct devant toi. Il a poussé dans de la terre. Il n'y a pas d'emballage plastique. Il n'y a pas de pesticides. Il n'y a pas c'est comme sur les pots de cire pour que ça brille, etc. Voilà, donc le déchet qui n'est pas produit, c'est le moins polluant de la terre. Il y a quand même il y en a encore un peu chez nous. On en a encore un peu des déchets au potager. Donc prochainement beaucoup moins parce que voilà, par exemple, on a le terreau. J'achète mon terreau pour faire mes semis et le déchet que je fais, c'est le sac. Le sac est en plastique et donc voilà. Alors moi, j'essaie de le récupérer pour pouvoir faire quand je fais des potagers, j'isole mon bois avec. C'est-à-dire que c'est un peu l'idée de Earthship, c'est trouver une utilité à ces déchets, quoi. C'est pas mal. Voilà, donc ça, je m'en sers aussi pour aller chercher des fois de la terre, donc je le récupère pour aller chercher de la terre, ou du terreau des fois. Mais il faudrait des plateformes, tu sais. Alors il existe des plateformes pour amener ces déchets verts, etc. Mais bon, si c'est pour avoir un terreau plein de tuyas, on est d'accord que c'est pas génial. Ça va acidifier le sol, c'est tout. Voilà. Mais il faudrait peut-être quelque chose qui fonctionne mieux à ce niveau-là, puis qu'on fasse que du vrac pour le terreau, notamment, tu sais, aller chercher en vrac. Chez nous, on a ça. Là, on a une station de compostage et du coup, tu viens chercher soit par sac, soit par remorque. Toi, tu viens avec ta remorque, tu viens, il te charge. Et puis t'as un peu de tout. T'as du terreau, du végéterreau, de la terre végétale. Voilà, de la pouzoulade. Tu choisis ce que tu veux. Et puis il y a quand même pas mal de choix. Donc ça se modifie. Il y en a pas partout. De plus en plus. Oui. Donc, heureusement, il y a une conscience écologique qui se crée et que maintenant, il y a de plus en plus de choses qui existent. Effectivement, dans les années, si tu as connu comme moi les années 90, l'écologie, on n'en parlait même pas. Je veux dire, c'était à peine, quoi. Alors, inconsciemment, si. Moi aussi, j'étais gamin, je m'étais dit, je vivrai toute ma vie en roulant en vélo et pas en voiture. Bon, j'ai quand même une voiture aujourd'hui, on est d'accord. Oui, mais regarde bien. On a eu quand même pas mal de dessins animés qui nous ont un peu... Captain Planet. Il y avait Bibi Fogg. Je sais pas si tu as connu Bibi Fogg. Oui, bien sûr. Voilà. Le fameux scandale qu'il y avait eu sur... Les Mondes Engloutis. Il y a énormément de références dedans pour l'écologie, tout ça. Il y avait... je sais plus, il y a vraiment... L'autre jour, on en parlait avec mon fils et je lui disais qu'on avait vraiment pas mal de dessins animés qui nous ont... je pense. Il y a eu un peu de l'éducation qui a été faite un peu avec ces dessins. Voilà, avec message subliminal un peu. Oui. Donc, après, c'est la suite des années 70. C'est l'apparition de cette conscience écologique. Le premier rapport du GIEC, le premier GIEC, c'est 72, je crois, quelque chose comme ça. Donc ça fait quand même 50 ans qu'on rabâche les mêmes choses, quoi. Oui, c'est énorme. Oui, mais bon, il y a un moment où l'humain il commence à avoir chaud, il a pas mal de catastrophes. Et tant que ça te touche pas personnellement, en fait, la plupart des gens s'en moquent. Il faut que ça t'embête, sinon... Je le répète dans tous mes podcasts, mais moi, ce qui m'a déclenché, c'est vraiment l'inondation qu'on a eue dans notre ville. C'est ce qui nous a réveillés. Qui n'avait jamais eu lieu avant. Moi, j'étais un gros pollueur à l'époque. J'étais un gros pollueur et du coup, voilà. C'est entièrement tout. J'ai pris conscience, en fait, tout simplement. Je pense qu'il faut être touché par quelque chose. Je suis d'accord. Et là, ça commence à toucher beaucoup de villes, beaucoup de pays. Et forcément, ça réveille. Oui, et puis, tu sais que, par exemple, c'est un sujet d'actualité et de société aujourd'hui, l'immigration qui est due au changement climatique, c'est la première, c'est celle qui est en tête. C'est-à-dire que aujourd'hui, si les gens bougent sur la Terre, c'est en premier
à cause du changement climatique, quoi. C'est pas une question économique, c'est pas une question d'épuration ethnique ou quoi que ce soit. La première chose, c'est ça. Aujourd'hui, c'est des réfugiés climatiques qu'on va avoir partout sur la planète, quoi. Et même rien qu'en France, t'as des gens qui sont au bord de la mer, qui se font chaque année des inondations, des machins. Au bout de 4 fois, ils en ont marre, ils prennent le large, quoi. Enfin, comme on dit, ils déménagent, quoi, parce qu'ils en ont marre. Clairement, voilà. Et je comprends des personnes qui en Bretagne, qui sont, il y a eu un paquet de... ou des vents, ou enfin des grosses tornades tout le temps, enfin pas des tornades mais des, comment on appelle ça, des tempêtes. Si ça se répète plusieurs fois, au bout d'un moment les gens en ont marre et ils déménagent. Bien sûr. Les incendies, mais c'est pas que du réchauffement climatique, quoi. C'est ça. C'est en gros c'est les aléas climatiques qui sont de plus en plus importants et de plus en plus réguliers, quoi. C'est ça. Avant il pouvait y avoir une tempête de temps en temps. Moi j'ai connu la tempête de 99. Voilà, c'était exceptionnel, hein. Moi mes parents qui sont des années 40 me disaient on n'a jamais connu ça, on traversait les forêts, c'était couché complètement partout. C'est quelque chose qui revient plus souvent maintenant. Je veux dire, il y a pas si longtemps que ça, moi qui suis à côté des Cévennes, on a eu beaucoup des périodes où il y a eu énormément de vent qu'il n'y avait pas eu forcément dans les années précédentes. C'est des choses qui reviennent plus souvent que les phénomènes qu'on appelait tiens, ça c'est la pluie du siècle, ça c'est la marée du siècle, ça c'est la tempête du siècle, etc. Ça devient plus du siècle, ça devient de plus des 20 ans, quoi, ou 10 ans, quoi. Ça revient beaucoup plus souvent, quoi. Donc quand on entend parler de réchauffement climatique, oui, il y a un peu de réchauffement climatique sur certains points, mais c'est surtout les aléas climatiques, hein. C'est de plus en plus des inondations complètement dingues, c'est un côté la sécheresse, de l'autre côté trop d'eau, c'est des aléas, quoi. C'est pas que du réchauffement, quoi. Alors du coup, sur une maison Earthsheet, tous ces aléas climatiques, est-ce que ça résiste? Est-ce que ça résiste à tout ça? Ouais, justement, étonnamment, oui. Finalement, les murs en pneus ont une meilleure résistance, par exemple, le sismique, que des murs en partin, hein, classiques. Bien sûr. Voilà, ah oui, donc du coup, elle bouge moins. Oui, vu que les pneus, sur les pneus, ça fait des caoutchoucs, donc ça fait ils sont un petit peu plus souples, voilà. Ils sont plus souples, voilà. Bien. Et il y a eu il y a quelques années un Earthship qui a brûlé aux États-Unis. Tout a brûlé, la charpente, etc. Et il restait les murs en pneus qui n'avaient pas bougé, quoi. Donc en fait, ils ont reconstruit sans avoir besoin de tout refaire. Ouais, de tout refaire. Toute la structure en pneus qui était donc enterrée avec, si tu veux, donc d'un côté la butte de terre et l'intérieur les enduits en terre, etc. Ça avait pas bougé, donc ils ont pu reconstruire sur cette base-là, quoi. D'accord. Donc voilà, c'est un coup de pas de chance, hein. Ça brûle. Un incendie de forêt, hein. C'était un incendie de forêt, donc. Ouais, donc ça brûle, mais voilà, pas à 100%, contrairement à une maison où elle brûle, quoi. Ouais, et puis même on pourrait se dire tiens, du parpaing, c'est du béton, ça va pas brûler. Oui, mais avec la chaleur, ça va travailler, quoi. Ça va travailler, ça va exploser, voilà. Ouais, ça devient tout. C'est plus structurel, ouais, ça tient plus. Ça tient plus, ça fait comme du sable après, ouais. Ouais. C'est ça, ouais. Donc, ouais. Et du coup, inondation, j'imagine que non. Il y a un drainage qui est fait normalement donc autour de la maison. Parce que comme la maison est semi-enterrée, si tu veux, le drainage est quand même assez bien pensé, hein, parce qu'on veut pas justement que l'eau soit stockée, si tu veux, dans cette masse thermique-là qui est la butte de terre. Donc en fait, il y a un bon drainage qui est fait, des drains, du hérissonnage, des choses comme ça, qui sont faits pour évacuer l'eau. Donc les inondations. Après, ça dépend où on se situe aussi, hein. Je veux dire, une fois de plus, hein, si tu t'installes sur des terrains qui étaient soi-disant constructibles en Bretagne et puis qui se sont révélés inondables, ta maison sera inondée, mais comme n'importe quelle autre maison, hein. Là, c'est parce que le terrain est inondable. Et puis, pour ce qui est notamment, là, tu vois, des problèmes qu'on peut avoir avec trop chaud en été, une maison semi-enterrée, si tu veux, ce sera quand même bien plus performant. Agréable. Ouais. Et puis t'as pas besoin de clim, t'as pas besoin de tout ça. Non, donc, pas besoin de clim, pas besoin de chauffage, pas besoin de... voilà. Pas de maladie, pas de crève l'été à cause de la clim, enfin voilà. Ouais, et puis demain il y a une tempête, t'as tes câbles tu vois, en 99, moi j'ai connu une semaine sans électricité, hein, j'étais dans un village, parce que les arbres étaient tombés sur les lignes électriques. Ah oui. Là t'as une certaine autonomie, si t'as des batteries, des choses comme ça, t'es aussi responsable s'il y a une panne, parce que ça te regarde que toi. Ça résiste au grand vent alors du coup.
Les panneaux solaires, ça bouge pas. Non, je parle du Earthchip. Du Earthchip, ça résiste. Ah, du Earthchip. Écoute, une maison semi-enterrée, va falloir le lever toute la butte de terre. Hein. Ouais. Donc, ce sera quand même plus costaud qu'une yourte, par exemple. Tu vois, si je devais choisir entre les deux, en pleine tempête, finalement, la cave, c'est vachement mieux, quoi. Ouais, j'avoue. Donc, il y a quand même pas mal d'avantages d'avoir une maison Earthchip. Ouais. Par rapport à plein de choses, en fait. Donc, comme on a dit, l'autonomie eau, électricité, gestion des déchets, chauffage, c'est ça, climatisation, thermique, voilà, changement. Tu fais des plantes, tu fais de la bouffe dans ta serre. Oui, c'est vrai. Oui, voilà. Aussi, ouais, donc il y a vraiment beaucoup d'avantages. Et du coup, il doit y avoir aussi des inconvénients. Inconvénients. Ouais, il y a des inconvénients. Ouais. Oui, il y a des inconvénients parce que comme c'est des maisons qui sont un peu atypiques, tu peux avoir des problèmes au niveau des communes qui veulent pas forcément ce genre de projet-là sur. Alors, en vérité, dans la plupart des cas. C'est présenté comme une maison d'architecte, donc et puis en appuyant le fait que justement c'est une maison bioclimatique, c'est une maison qui est dans notre temps en fait, avec la conscience écologique qu'on peut avoir. Donc moi par exemple là sur mon projet, je suis allé voir le maire directement. C'était la première fois que quelqu'un venait le voir pour parler de son projet de maison avant de demander le permis de construire, mais parce que la plupart des gens posent leur permis de construire, leur demande de permis de construire, sans avoir eu cette réflexion-là qu'on peut avoir avec le maire de la commune. Bon, en tout cas, moi, je suis allé le voir pour lui présenter le projet, pour déjà un peu prendre la température, si tu veux. Et il s'est avéré que ce monsieur-là avait tout à fait compris l'idée de cette maison-là, donc c'est très bien et c'est bien que ça se fasse de plus en plus, qu'il y ait de plus en plus de maisons bioclimatiques, etc., qui soient construites, pas forcément des Earthchip. Ouais. Mais qu'en tout cas, il y ait de plus en plus de maisons, on va dire, avec une réflexion écologique qui soient construites, parce que justement, les décideurs commencent à se dire, oui, en fait, c'est normal. C'est pas atypique. C'est juste une maison moderne, quoi. Voilà. Et donc, ça permet justement de faire un peu mieux passer ce genre de projet. Après, il y a effectivement la place que ça prend au sol, parce que les Earthchip, c'est une maison de plein pied, donc il y a une emprise au sol qui est plus grande, parce qu'il y a toute cette butte de terre aussi. Ça prend aussi. C'est vrai combien de mètres carrés à peu près en moyenne? Bien sûr, tu choisis, bien sûr. Mais ouais. De toute façon, en dessous de 150 mètres carrés. Alors je vais pas me faire des copains chez les architectes, mais en tout cas, une maison en dessous de 150 mètres carrés, il n'y a pas forcément besoin de plan d'architecte. Au-dessus de 150 mètres carrés, il te faut des plans signés par un architecte. Ouais. Donc et après ça dépend de ton budget, tout simplement. Voilà, il y a des mini Earthchip qui existent qui doivent faire une 30-40 mètres carrés, qui sont tout petits avec un petit budget. Et puis tu peux aller il n'y a pas de limite. Le plus gros Earthchip c'est bien sûr sur les terrains de Michael Reynolds qui a été construit. Je crois que c'est quelque chose à 2 ou 3 millions de dollars. C'est un truc c'est gigantesque, avec une double serre beaucoup plus haute que la maison. Ça peut être sympa d'aller voir ça parce que c'est vraiment atypique. Mais là on touche à des trucs très 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 cher. Mais c'est comme n'importe quelle maison. Demain, tu veux construire une toute petite maison. Il y a des gens qui construisent des tiny house qui ne coûtent pas très cher. Et puis tu peux te faire une villa si tu as envie. Ouais. Mais c'est qu'une question de budget. Donc le Earthchip à ce niveau-là, au niveau du budget, on se retrouve à peu près sur les budgets d'une maison classique. Alors attention, je prends des pincettes parce que les gens vont me dire attends, si c'est le même prix qu'une maison classique, pourquoi on le fait pas? Parce qu'en fait là où ça va te coûter plus cher, ça va être notamment sur les batteries pour l'autonomie électrique. Ça va te coûter plus cher sur toutes les baies vitrées, parce que on se rend pas compte, mais c'est toute une face complète de la maison qui est vitrée deux fois, puisqu'il y a le premier vitrage, la serre, plus le deuxième vitrage entre la serre et les parties habitables, entre guillemets. Habitable, ouais.
Donc ça fait beaucoup de vitres, hein. Ça fait des grandes baies vitrées. Donc ça, c'est un coût qui est plus élevé que sur une maison classique, hein, où tu peux mettre des menuiseries classiques. Par contre, là où tu fais des économies, c'est sur l'autoconstruction justement. Donc toute cette main d'œuvre là que toi tu vas mettre en temps personnellement, tu vas économiser, ce qui va te faire revenir ta maison à peu près au même prix qu'une maison classique. Mais par contre, tu auras pris du temps pour toi-même pour construire, quoi. Alors il y a le chantier participatif, il y a des choses comme ça qui vont aider, hein, mais parce que en France, il y a des constructeurs. Enfin, je veux dire, ça existe sinon. Alors il y a des. Il y en a beaucoup aux États-Unis parce que ça vient de là-bas, mais. Ouais, il y en a pas beaucoup aux États-Unis. Hein. Il y a l'entreprise de Michael Reynolds. Il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas celle-là c'est la plus connue. Hein, D'accord. Et lui, tu commandes une maison et tu la construis. Enfin, peut-être pas en France, mais. Ah oui, si, en France ça s'est fait. Fait. Il y a des gens qui ont commandé chez Biotecture, justement, c'est le nom de la boîte. On imagine que c'est pas le même tarif. Forcément. C'est comme quand tu passes par un constructeur de maison, hein, tout simplement. Hein, donc. Et puis le fait que tu passes par l'entreprise de Michael Reynolds te laisse un peu moins le choix sur les appareillages, les choses comme ça, parce qu'en gros ils te vendent un produit fini, si tu veux, un pack, quoi, entre guillemets, quoi. Donc voilà. Tu choisis si tu veux une chambre, 2 chambres, 3 chambres, mais les plans, si tu veux faire ajuster, ça te coûte plus cher parce que là du coup c'est plus personnalisé, etc. Sinon en France on a différentes personnes qui font ce qu'on appelle de l'assistant en maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire que toi tu es auto-constructeur, donc c'est toi qui va construire la maison. Par contre tu as le droit d'être accompagné par des gens, donc par un architecte si tu as envie, et puis par effectivement ce qu'on appelle des assistants en maîtrise d'ouvrage, qui vont être des gens qui ont de l'expérience, notamment dans la construction, hein, et puis qui vont donc te donner, si tu veux, un schéma à suivre, hein, pour la construction, qui vont t'accompagner, qui vont venir sur le chantier pour voir aux étapes importantes, pour t'indiquer la direction à prendre, ce qui doit être fait, etc. Puisque on a des normes, hein, quand même en France, on peut pas bâtir ce qu'on veut, et donc voilà, l'assistant maîtrise d'ouvrage, lui, il est là en amont pour voir si tout colle, hein, pour voir que tu fasses pas n'importe quoi, et puis pour tout au long du chantier, il va être là pour te guider, pour te donner les indications, voilà, et puis que tout soit respecté par rapport aux règles et à la loi, quoi. Ouais, je comprends. Ouais, du coup, il y a pas mal de choses à voir avant, comment ça se prépare, une maison comme ça. C'est ça, voilà, c'est ça. Entre acheter une maison déjà toute faite et l'autonomiser, voilà, c'est peut-être des fois plus simple, parce qu'en fait la réflexion tu l'amènes en habitant dans la maison, donc tu te dis j'habite cette maison là, puis au fur et à mesure je vais l'autonomiser, donc ça te permet d'échelonner un peu plus le truc, et alors qu'il faut le penser en amont, quoi. C'est tout est fait en amont, quoi. Et déjà rien que pour récupérer les 800 pneus. Il y a des entreprises spécialisées, hein. Il y a une entreprise en France spécialisée qui peut te livrer les pneus. Je crois que c'est 1,40€ livré le pneu. Voilà. Sinon tu fais le tour des garages du coin, tu leur dis telle taille de pneus, tu me les mets de côté, et puis je passe une fois tous les 15 jours, 3 semaines, un mois, ça dépend. Il faut une certaine taille de pneus, qu'elle soit toute identique. À peu près identique, oui, parce que tu peux pas avoir un pneu de tracteur à côté d'un pneu de scooter, quoi. Pour les murs, ça va pas être terrible. J'imagine. Mais voilà. Mais en tout cas, la récupération des matériaux, donc avant, parce que il faut signer aussi, hein. Ouais, quand tu vas récupérer des pneus chez un garagiste, t'es obligé parce que lui, en fait, il déclare les pneus qu'il doit recycler, parce que sinon c'est l'ouvert, enfin tu t'ouvres la porte aux décharges anarchiques partout, quoi. Les gens, voilà. Donc si toi tu viens lui enlever, je sais pas moi, 200 pneus, derrière il y a l'État qui va venir le voir en lui disant mais attends, normalement tu aurais dû payer le recyclage de 200 pneus là, parce que tu as changé 200 pneus de bagnole, ils sont où ces 200 pneus là? Voilà. Ouais. Donc là, c'est à toi, du coup, de signer un document. Alors, il n'y a rien de très spécifique, hein, mais c'est en tout cas un papier avec ton nom, etc., en disant comme quoi tu es bienvenu lui prélever 200 pneus, et que du coup, c'est normal qu'il n'ait pas à payer pour les faire recycler. Après, comme je te dis, il y a aussi cette entreprise-là qui peut directement te livrer tous les pneus dont tu as besoin, hein. Voilà, c'est à chacun de voir, quoi.
Donc là, il y a peut-être des petites économies à faire. Voilà. Donc du coup, donc tu récupères tes pneus. On va dire, on part du début. Tiens, mettons, il y a quelqu'un qui veut se faire une petite maison. Earthship, trouver un terrain. Donc déjà trouver le terrain qui va bien, demander à la mairie si tu as le droit. Le droit, je pense pas qu'elle a le droit, mais si eux ça les arrange, parce que tu peux avoir aussi, tu sais, des problématiques par rapport au bâtiment de France ou des choses comme ça. Tu sais, si tu as un truc historique dans le coin, ça peut, ils peuvent te dire non, là ça correspond pas aux standards entre guillemets des maisons traditionnelles ici, quoi. Ouais. En général, si tu installes ce genre de maison, t'es un petit peu isolé quand même, t'es pas en centre-ville. Enfin, j'imagine. En centre-ville, ça va être compliqué parce que quand même il faut de la surface, une fois de plus, comme je te disais, ça prend quand tu même. vas pas être à côté d'une église ou. Mais c'est dommage parce qu'au final, oui, je suis d'accord. C'est pas si inesthétique que ça. Après, c'est sûr que tu vas être plus isolé, plus tu vas être plus à la campagne ou plus. Oui, sûrement, ouais. Voilà. Parce que déjà, tu auras des surfaces de terrain qui vont un peu plus le permettre, quoi. Exactement. Oui, parce que quand tu fais un Earthship, t'es dans une éthique, t'étais plus dans le recyclage, dans le bio, dans l'autosuffisance. Oui, c'est sûr que t'as ce genre de réflexion là, oui. Donc derrière, tu vas sûrement, tu vas sûrement aussi avoir de la surface pour un potager, pour des animaux, évidemment, pour du bois, donc tout ça, on est sûr que déjà, si t'es sur un terrain qui est assez grand, tu vas pas trop emmerder ton voisin avec l'esthétique de ta maison. Non, bien sûr. Et puis après, rien n'empêche aussi de faire venir le voisin, puis lui expliquer un peu les principes, etc. Donc là, t'as ton terrain, t'as fait des autorisations de construction, machin. Tu dois faire ton terrassement. Voilà, tu dois donc récupérer un maximum de pneus, donc soit les en livrer, soit en les récupérant toi-même. Du coup, après il te faut quand même des matériaux. Bien sûr, oui. Des charpentes. La charpente, c'est souvent une charpente en bois. Et après, t'as toutes les menuiseries, les panneaux solaires, les batteries, les citernes pour la récupération de l'eau de pluie, le système justement pour filtrer l'eau, la mettre sous pression, notamment avec des vessies, des choses comme ça. Et puis après, les cloisons peuvent être faites de plein de manières différentes. Tu peux faire du placo-plâtre si tu as envie, même si c'est pas dingue, mais tu peux... ça, à l'intérieur de la maison, après, c'est pour ça que, tu vois, souvent les gens disent « c'est moche, un Earthship, etc. » Mais en fait, les gens vivent pas en regardant leur maison, souvent ils vivent dedans, donc en fait c'est plutôt à toi d'aménager ta maison, toi, comme tu as envie de vivre dedans. Exactement. Donc au final, l'apparence, elle sera à l'intérieur, elle sera exactement comme une maison classique, c'est-à-dire si tu as envie de faire des murs de toutes les couleurs, tu fais des murs de toutes les couleurs. Si tu as envie de faire un grand loft, tu fais un grand loft. Si tu veux une déco indus, tu fais une déco indus. Ça change rien, quoi. En bois ou en terre paille ou où tu veux que ce soit du placo et du papier peint, tu fais ce que tu veux à l'intérieur, en fait. Ouais, le sol c'est pareil, si tu veux. Si tu veux du béton brut, c'est ça, un bon revêtement. C'est parfait. Voilà, c'est ça, c'est parfait. Donc en fait, en dehors de la structure, c'est une maison classique. Et d'ailleurs, c'est une maison plutôt sympa puisque tu vas avoir des grandes baies vitrées au sud, donc tu vas avoir vachement de luminosité, quoi. Donc c'est plutôt. Ouais, j'avoue. Même l'hiver, t'as de la luminosité. Même l'hiver, Donc voilà. Donc du coup, t'as tout ça à préparer, et après bien sûr t'as la construction. Donc là tu disais qu'il n'y avait pas forcément de constructeur, donc c'est toi-même qui construis ta maison. Et puis t'as vite chantier participatif. Il y a le chantier participatif, il y a le site comme Twiza là qui propose justement où tu peux référencer ton chantier. Alors c'est pas forcément pour de la construction, ça peut être pour de la rénovation aussi. Il y a beaucoup de chantiers de rénovation de gens qui disent tiens, j'ai acheté une vieille grange, les murs c'est et je voudrais remettre des enduits terre sur les murs, donc ça permet d'aller faire de se faire de l'expérience. Moi je fréquente les chantiers participatifs depuis 2016, donc le calcul, ça fait quelques années que je vais en chantier participatif. D'accord. Alors selon le temps. Des techniques.
Ouais, c'est ça, ouais. Donc en gros, c'est du bénévolat, hein. Tu prends ton temps pour aller. Moi, je fais pendant mes vacances. Ouais. Donc je vais sur des chantiers. En règle générale, je prends une toile de tente, je m'installe en camping sur le terrain, et puis on partage les repas. Hein. En règle générale, les repas sont fournis, ou avec une petite compensation, mais c'est vraiment rédhibitoire. Et puis ça permet. Ouais, on fait, ouais. Bien sûr. Il y a une super ambiance en règle générale sur les chantiers participatifs. Là, tu peux expérimenter les toilettes sèches et les douches extérieures, solaires, souvent. Donc, moi, les premiers toilettes sèches, on en parlait tout à l'heure. Moi, c'était sur des chantiers participatifs. D'accord. Notamment en 2016. Mais bon, ça m'a pas inquiété. J'ai pas mis une journée pour y aller. Donc déjà, ça prend du temps. Donc, ça fait combien de temps, toi, parce que toi, tu es en train de, t'es sur le projet d'un Earthship, voilà. Ouais. Et du coup, ça fait combien de temps que t'es justement sur ce projet? Combien de temps que tu te formes? Combien de temps t'as eu toutes ces réflexions? Parce que t'as dû manger à mort plein de vidéos YouTube, des forums, j'imagine. L'histoire est assez rigolote parce que en fait, je m'étais toujours dit, quitte à habiter une maison, autant que ce soit une maison intelligente, hein, dans le sens pas dans le sens domotique, hein, mais dans le sens bien pensé. Hein, avec justement, tu vois, on en parlait de la conscience écologique, tout ça, mais de notre enfance avec des messages subliminaux. Mais en tout cas, voilà, je m'étais dit, tiens, pourquoi on profite pas suffisamment du soleil, pourquoi on profite pas de l'eau de pluie, enfin, tu vois, toutes ces petites pistes là que je pouvais avoir entendues sans trop de détails, mais voilà. Et donc, je me suis intéressé aux maisons bioclimatiques. Ce qui était le plus standardisé, on va dire, et le plus dont on entend le plus parler. Et je suis tombé par hasard sur une vidéo de, je peux citer son nom, hein, Francis Gendron, qui est un Québécois, qui est pas mal allé sur les chantiers à Taos au Nouveau-Mexique de Michael Reynolds. Et puis ce jeune homme-là, c'était il y a une paire d'années, hein, donc disait voilà, il y a une maison sans être accordée à l'eau, sans être accordée à l'électricité, totalement autonome, où la température est stable toute l'année, etc. Je me dis, qu'est-ce qu'il me raconte celui-là, tu vois, avec beaucoup de scepticisme. Oui, tu sais, c'est forcément, tu prends ça avec des pincettes. Quelqu'un te dit, c'est une maison magique, tu vas voir. Tu dépenses, tu vois, t'as plus de dépenses, t'as pas besoin de système de chauffage, t'as pas besoin de système de climatisation, puis tout fonctionne bien. Tu te dis, bon, celui-là, il me prend un peu pour un neuneu. Et puis, donc, je suis allé me renseigner au fur et à mesure sur ce que c'est quoi cette maison-là, les Earthship, etc. Et puis, voilà, c'est là que j'ai commencé à entendre parler de la masse thermique, parce qu'il y a quand même pas mal des connaissances, hein. Il faut vraiment pas mal de connaissances, hein, quand même, pour faire un peu. Alors, sans faire peur, hein, bien sûr, mais il faut en fait, c'est pour ça que. En fait, faut comprendre ce qu'est qu'un Earthship. Les principes physiques, en fait. En fait, c'est que de la science, hein. Ça fait très hippie psychédélique des années 60, mais en vérité, c'est de la science. C'est comme le potager, hein, c'est que de la science. Hein. Clairement. Il n'y a pas de main verte, ou il n'y a pas de. Pour les maisons Earthship, il ne faut pas forcément être un grand bricoleur. Non. Ou une masse. Mais je pense que tout le monde. Les principes, les principes physiques, finalement, ils sont. En fait, c'est simplement de se dire comment fonctionne la chaleur. Bon, le chaud, la chaleur, c'est l'activation de molécules, puis le froid, c'est l'inertie, entre guillemets. Et puis, c'est de se dire, mais en fait, pourquoi quand j'ai chauffé une brique, elle reste chaude longtemps, parce que sa masse importante fait que la chaleur met du temps à s'évacuer de cette masse. Voilà. Et donc, en fait, c'est toutes des petites réflexions comme ça qui ont, comme je te disais tout à l'heure, ont emmené Michael Reynolds de concepts un peu, on va dire, une fois de plus, un peu farfelu, hippie des années 60. C'était quand même un architecte, hein, c'est quelqu'un qui est diplômé, hein, c'est pas non plus. C'est pas un hippie. Complet. Voilà. Mais, en tout cas, voilà, c'est avec l'expérience, avec le temps, qu'il s'est dit, oui, la masse thermique, c'est quand même hyper important, et ça permet justement de stocker de l'énergie pendant la saison chaude qui va être relâchée pendant la saison froide.
purée, on va faire des économies, quoi. Donc en fait, donc moi je me suis intéressé à tous ces principes-là, hein, la géothermie, le solaire, les batteries, l'eau, la filtration de l'eau. Qu'est-ce que c'est que de l'eau potable, hein, tu vois, parce que ça c'est aussi un débat intéressant à avoir. L'eau potable, l'eau buvable, l'eau, enfin il y a plusieurs termes, attention. Hein, c'est ça. C'est ça, ouais. Et du coup, bon, voilà. Donc, au fur et à mesure, je me suis intéressé donc un peu plus, et puis je me suis rendu compte que ce mec-là qui présentait cette maison-là, il n'avait pas forcément tort, et qu'en fait les principes physiques sont présents, c'est-à-dire c'est pas des inventions, quoi. C'est des faits, quoi, qui sont prouvables et expérimentables par chacun tous les jours. C'est-à-dire quand tu te mets au soleil, t'as plus chaud que quand tu te mets à l'ombre. Tu vois, c'est des trucs aussi bêtes que ça, mais en fait, suffit de les appliquer pour une maison, en se disant mais si j'oriente mal ma maison, que je mets que des vitrages au nord et que j'ai aucun apport solaire au sud, il va vachement plus cailler dedans que l'inverse. C'est logique, en fait. Non mais voilà, en fait c'est ça qui est bien dans le Earthship, c'est que c'est prouvable tous les jours par chacun, quoi. C'est-à-dire c'est pas des trucs farfelus, c'est pas parce que j'ai ouvert mes chakras que ça va mieux. Non, c'est parce que le soleil donne de la chaleur. On sait que les panneaux solaires fonctionnent. Oui. Avec le soleil, que ça crée de l'énergie. Le puits canadien, c'est quelque chose qui est utilisé depuis très longtemps pour ramener justement de la fraîcheur en été, parce que notamment pour le puits provençal, mais c'est la même chose que le puits canadien, c'est une autre appellation. Mais si on dit provençal, ça donne un peu plus la notion de fraîcheur en été, quoi. L'utilisation. Et donc c'est ni plus ni moins que ces principes-là. Quand demain je mets ma main sous terre. Je mets ma main sous terre, il y a du vent dehors, je sens pas le vent. Si je la mets à l'extérieur, le vent souffle sur ma main, je sens bien qu'il y a du vent. À la maison, quand elle est semi-enterrée, le vent là ne vient pas, si tu veux, enlever des calories de la chaleur à la maison, quoi, tout simplement. Ouais. Et donc ça, on l'observe dans la nature. Hein. Tu regardes les lapins, tout ça, ils s'enterrent. Ils font des terriers. Regarde les tortues. Les tortues, elles creusent pour hiberner. Enfin, même les insectes, la guêpe. Oui, bien sûr. Ouais. C'est pour ça que d'ailleurs le labour, c'est une calamité, mais c'est un autre sujet. Non, mais c'est vrai. On se rend pas bien compte, mais c'est il y a plein de choses. Du coup, là, t'es en pleine. Ouais, je suis en pleine. J'avance en fait sur ce projet-là. C'est sur l'étude encore ou ça y est? Alors moi, il y a un terrain il y a un terrain. Je l'ai pas encore acheté. Donc ce terrain-là, il y a une question de tutelle avec parce que c'est une vieille dame qui possède ce terrain-là. Donc il y a un petit délai avant de l'acheter. C'est un peu compliqué aussi parce qu'en ce moment les banques elles te demandent des prix. Ouais, des taux. Ouais, je sais. Un peu dingue. C'est prévu que d'ici la fin de l'année ça baisse un peu. Donc tu vois, je vais peut-être un peu décaler de quelques mois l'achat du terrain pour. Je vais voir avec le propriétaire pour voir. Oui, il aurait fallu acheter en 2016. 2017, c'était pas mal. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, à cette époque-là, en fait, moi, si tu veux, j'habitais en Lorraine et je m'étais toujours dit que je m'installerais dans la région où je suis aujourd'hui. Ouais. J'ai attendu pendant 9 ans ma mutation, donc c'est de la patience. Et 9 ans, ça a été. Donc ça a pas mal décalé effectivement ce projet-là. Donc ce qui m'a pas empêché d'aller d'année en année sur des chantiers participatifs pour faire un petit coup de main, me former en attendant. Exactement. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc ça m'a permis de rencontrer des gens, d'expérimenter des choses, de parler de Earthship, de parler d'autres choses aussi. On parle pas que de Earthship sur les chantiers, heureusement. Mais en tout cas, ça m'a permis de me rendre compte que ces principes. Voilà, c'était sympa, qu'il y a une communauté qui existe, que les gens sont volontaires et qu'en fait on peut faire les choses ensemble. C'est pas. Donc du coup la maison, donc toi ton Earthship que tu vas faire donc d'ici la fin de l'année voire 2025, tu vas donc
faire appel le faire en chantier participatif, ouais. Ouais, voilà, donc là tu auras un peu de monde. On essaiera de venir faire un petit tour. Avec plaisir, j'ai besoin des bras d'Owen. J'ai hâte, j'ai hâte qu'ils viennent. Non, mais en plus, si c'est pour faire des enduits terre-paille, c'est hyper fun. Je pense qu'il va s'éclater. La gadoue, c'est toujours cool. Voilà. Donc ça pourrait être intéressant d'aller faire un petit tour quand de construction, ça pourrait être vraiment intéressant. En plus, je pourrais pourquoi pas, si ça intéresse les abonnés, de faire une petite vidéo. Avec plaisir, bien sûr, sur place, tout ça. Ça m'intéresse beaucoup, donc après il y a ce côté-là aussi très social dans le chantier participatif, c'est de rencontrer des gens, partager les informations. Bon, c'est un peu mon idée à moi, ça a toujours été de partager au maximum, parce que je me dis que comme nous on a pu avoir une certaine éducation, sur ces thèmes-là de l'écologie, du jardin, des choses comme ça, autant transmettre au maximum aux gens. Pour qu'eux aussi se rendent compte que c'est pas si complexe, que c'est pas si difficile, que les principes peuvent être compris facilement et que en fait on peut mettre en œuvre ces principes-là et avoir un avenir qui soit un peu meilleur pour tous. Ouais. Et du coup, donc toi, tu as un compte Instagram. Ouais. Donc qui s'appelle la Maison du Sorcier. C'est ça, voilà. D'ailleurs, pourquoi la Maison du Sorcier ? Alors j'ai un deuxième compte Instagram qui s'appelle Le Chaudron du Sorcier, où je fais de la cuisine perso, parce que j'aime bien ces notions d'autonomie, mais pas que pour la maison. Et donc j'aime bien cuisiner, faire des confitures. Voilà, c'est rien de très complexe, mais les petites recettes à l'ancienne, la confiture, faire les pestos, les ketchup, les choses comme ça. Toutes ces choses-là. J'ai vu que tu fais des pommes. Je m'éclate. Voilà. Je fais des pommes séchées. Toutes les petites choses simples, mais à l'ancienne. Voilà, c'est ça. Ouais. Et puis quand un peu dit plutôt que de parler de Earthship sur cette page-là du Chaudron Sorcier, il faudrait que c'est d'utiliser un autre compte spécialement dédié à la construction. Alors donc du coup là la Maison du Sorcier, la Maison du Sorcier, donc c'est le compte Instagram. Parce que je suis un barbu. Et puis parce que je suis un gros barbu. Et puis parce que pendant longtemps je me suis intéressé aux plantes médicinales, etc. Et que du coup de faire d'un côté de la cuisine, d'avoir la tête dans les chaudrons, de parler de plantes médicinales avec plein de gens, etc. Et puis la barbe effectivement fait que il y a ce pseudonyme de sorcier qui. Voilà. Mais j'ai même des gens de la famille qui m'appellent comme ça, moi. Tu vois, donc j'ai des collègues de boulot, il y a plein de gens qui m'appellent le sorcier. Voilà. Et donc du coup, sur ton compte Instagram, la Maison du Sorcier, tu partages tous les. J'essaie de vulgariser, Ouais, voilà, tous les principes, t'expliques, en plus j'aime bien parce que t'expliques chaque élément. Donc comme on a parlé un petit peu là, par exemple tu vas parler je sais pas, un exemple, l'eau, tu vas expliquer comment, donc tu fais la différence entre eau grise, eau noire, comment on recycle. Voilà, donc l'idée moi c'est de vulgariser, vraiment, c'est que c'est pour que chacun puisse, en prenant un point, se dire une fois que j'ai putain, qu'est-ce que c'est que ce truc, comment ça fonctionne, machin, etc. Ça me paraît un peu alambiqué, etc. Et en fait, j'essaye moi d'expliquer aux gens de manière le plus simple possible un principe, un concept, la géothermie, les batteries. J'ai fait toute une série sur les différentes batteries qui sont utilisées pour de l'autonomie, en essayant de montrer les avantages et les inconvénients de chacune. Pourquoi ? Parce que je me dis que quelqu'un qui viendrait sur ma page pourrait prendre des informations en comprenant de quoi on parle le plus simplement possible, quoi. Voilà. Le but c'est de vraiment vulgariser, comme je dis, c'est de simplifier. On arrive vraiment bien à comprendre ce que tu expliques. Alors pas forcément. Non, mais et puis en plus c'est bien parce que tu vois, moi j'ai pas envie de me construire un Earthship, tu vois, parce que j'ai déjà une maison, bien sûr, oui, mais tu l'autonomises déjà pas mal. J'autonomise ma maison, mais du coup je pique un petit peu des informations qui sont vraiment très détaillées et je trouve ça super intéressant, moi. J'espère que ça embête pas trop les gens. Des fois je fais des beaux placards dans les descriptions, etc.
etc. C'est ça. Bon, en général, faut vraiment lire les descriptions pour tout comprendre, parce que c'est vrai que tu fais beaucoup des petits dessins. Ouais, je fais peu de vidéos, moi, ouais. Voilà, ouais, c'est plutôt des photos et donc c'est des dessins, et après t'as une explication. Donc c'est vrai que bon, il faut un peu de lecture, ouais. Il faut un peu de lecture, voilà. Mais bon, j'essaye de simplifier au maximum. Non, pour que ce soit le plus clair. Non, c'est super intéressant, moi je trouve, comme compte. Bah merci. Donc, donc voilà. J'espère que les gens, voilà, ils comprennent l'idée de ce compte-là de simplification, quoi. Ouais, non. Bon, après, c'est comme toi, hein, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas obligé de construire un Earthship. C'est pas l'idée, quoi. L'idée, c'est de se dire, bon, tiens, qu'est-ce que c'est que la phytoépuration? Bon, bah voilà, je vais détailler un peu c'est quoi la phytoépuration. Je parle de certaines plantes qui sont utilisées dans la phytoépuration. Après, on n'est pas obligé de toutes les mettre. On peut en mettre 1, 2, 3, ça dépend. Ouais, non, voilà. L'idée, c'est d'avoir des petites informations concises, claires, voilà, et des fois des trucs un peu surprenants, hein, notamment sur les consommations d'eau en France. Voilà, ouais, parce que en plus, c'est ce que je disais, t'es pas forcément obligé de faire un Earthship. Tu peux très bien aussi, il y a des personnes qui vont prendre des informations pour, par exemple, un petit van. Voilà, tu prends tout ce qui est panneaux solaires, t'indiques, enfin voilà, pour une petite maisonnette Earthship, ou t'es sur un terrain, comment on fait pour récupérer l'eau, voilà, où il y a pas d'eau, il y a pas d'électricité, voilà, tu peux piquer quelques idées qui peuvent être intéressantes, puis même tout simplement de la culture générale, quoi. T'apprends. Ouais, il y a des petits trucs. Voilà, j'essaye de de donner des petites infos comme ça. Ouais, et puis des petits trucs comme moi, tu nous as fait découvrir les petits trucs en verre là qu'on met dans le lait, des claquelets. Ah oui, le montrer, voilà. Voilà. Donc, ça c'est des petites choses. Pareil, c'est des petits trucs à l'ancienne, ça. Ouais, c'est ça, voilà, ouais. Donc ça, c'est super bien. Ça, c'est des petits trucs qui permettent d'apprendre. Voilà, t'apprends. Moi, j'aime les contes où t'apprends, en fait. Ouais, puis moi je trouve que la connaissance c'est quelque chose qu'on ne devrait pas privatiser, c'est quelque chose qu'on doit plus les gens sont instruits, plus la communication se fait aisément entre les gens, et plus on va vers quelque chose de plus sain, hein, il y a pas de c'est ça. Ouais, non mais c'est vrai, ça, quoi. Donc voilà, donc moi je recommande la Maison du Sorcier sur Instagram. Mais faut pas hésiter aussi à venir discuter en privé, parce que voilà, j'ai souvent des longues discussions avec les gens en privé. Oui, je sais. On a passé des belles soirées à discuter. Ouais, c'est vrai, surtout en soirée. Ouais, c'est vrai. Ouais, plutôt dispo le soir. Mais bon. Oui, il y a plein de gens qui viennent comme ça pour discuter. Ouais. Bon, le feu est en train de s'éteindre, hein, ce qui veut dire que c'est déjà la fin. Ouais, oui. Laurent, je te remercie pour la participation. Mais je t'en prie, c'était vraiment un plaisir pour moi. Vraiment, vraiment très intéressant. Merci. Voilà. Donc merci à tous qui ont écouté ce podcast. N'hésitez pas à partager, partout. Et puis moi je dis à bientôt dans le prochain épisode.